être vos interlocutrices et ensuite je reprends la parole. Bonjour à tous, Elodie Garidou, je suis chef de service adjointe, donc de Delphine, hein, dans le même service qui est en charge. L'appel du jour, voilà. Bonjour à tous, je suis Florence Paquis, chargée de mission au sein du STJE et je vais certainement instruire des dossiers sur cet appel. Voilà. Donc l'objectif de ce webinaire sera de vous présenter les objectifs et le contenu de l'appel dont vous avez déjà dû prendre a priori connaissance, permettre son appropriation et les attendus qui sont effectivement les nôtres au vu des objectifs de notre programmation, les outils qui sont à votre disposition en ligne à travers l'appel, toutes les étapes qu'on vous propose de passer dans une perspective de dépôt de dossier. Et on est là de toute façon aussi pour vous accompagner dans l'élaboration de votre demande d'aide et répondre à toutes les interrogations que vous auriez déjà. Ce webinaire va se dérouler en deux parties, outre l'introduction que je vais me charger. Donc, on vous présentera les points clés de l'appel à projet, voilà, pour en retenir les éléments essentiels et que vous estimiez si le projet éventuel ou les projets que vous souhaitez déposer rentrent dans les perspectives de cet appel. Et puis, une deuxième partie sur les modalités opérationnelles de candidature sur cet appel, sur l'objectif spécifique 2.4. Le contexte de cet appel, donc, vous rappelez, présenter l'organigramme qui est le nôtre, et spécifiquement donc celui de la Direction générale Europe et coopération méditerranéenne, piloté par notre DGA, monsieur Viano, et donc avec un certain nombre de directions à l'intérieur, dont la Direction des affaires européennes et le service transition juste, qui est donc le service qui s'occupe de tout le volet pour une Europe plus verte. Au niveau du contexte, donc on est sur un appel voilà, qui s'inscrit pleinement dans la perspective du programme 21-27 au vu des exigences européennes en matière de préservation de la biodiversité, mais aussi d'adaptation au changement climatique. Et donc ce deuxième appel fait suite à un premier qui a été lancé en 2023, qui portait lui exclusivement sur la restauration des continuités écologiques pour le maintien de la biodiversité et de ses fonctionnalités. On a eu 7 dossiers sur ce premier appel, dont un qui a été déclaré inéligible pour des questions de signature de la demande de subvention. Donc voilà, on vous alerte un petit peu sur ces éléments-là. 3 dossiers ont été abandonnés, un a été programmé au CRP d'octobre dernier et 2 sont encore en cours d'instruction. La thématique concernée sur la priorité et l'objectif spécifique de 2.4, on a une enveloppe en augmentation par rapport à la programmation 14-20, puisqu'elle est passée à 33,9 millions. Mais vu voilà, des enjeux considérables sur la thématique, c'est aussi un des impératifs de cette programmation dans une perspective d'aménagement du territoire spécifiquement et de fragilité de notre territoire en termes de, voilà, qui est un des hotspots mondiaux en termes de biodiversité et qui est en outre exposé à de nombreux risques naturels dans un contexte actuel qui plus est, on en parlait hier à la réunion organisée par la région sur la planification écologique, un contexte d'accélération des processus de changement climatique. Le programme FEDER, donc très rapidement, comme vous l'indiquez, on est sur une Europe plus verte, ce qu'on appelle l'OS2, avec une enveloppe de 120,7 millions d'euros, et on se situe dans cet appel à projet sur l'objectif spécifique 2.4, qui concerne toute la thématique adaptation au changement climatique. Et je passe la parole à Elodie, qui va vous présenter le détail de cet appel. Oui, donc nous avons publié cet appel il y a peu de temps, le 18 novembre 2024. Donc il est en ligne sur, je vous ai remis plusieurs fois, europe.maregionsud.fr. C'est vraiment le site où vous avez tous les éléments pour candidater. Et on a souhaité élargir la période de candidature par rapport au premier appel qu'on avait fait en 2023. Et donc, on vous laisse jusqu'au 29 avril minuit pour candidater, ce qui sera vraiment la date limite. Voilà, donc ça vous laisse quand même plusieurs mois. Et aussi pour nous, pour vous accompagner, vous apporter toutes les réponses et l'appui nécessaire à la candidature. Voilà, l'enveloppe prévisionnelle de cet appel est de 30 millions.
Et les typologies d'actions soutenues, il y a deux grandes typologies d'actions, hein. L'objectif, comme l'a dit Delphine tout à l'heure, hein, c'est favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la résilience grâce aux approches fondées sur les écosystèmes. Voilà. Donc, on a d'une part les solutions fondées sur la nature, qui vont permettre essentiellement de réduire la vulnérabilité du territoire aux risques naturels et de favoriser sa résilience. Et on a une autre typologie qui va viser à restaurer les continuités écologiques, donc à maintenir les fonctions essentielles de la biodiversité, et qui reprend donc l'appel qu'on avait ouvert en 2023. On va aller un petit peu plus précisément dans ces typologies d'action. D'abord pour préciser ce que sont les solutions fondées sur la nature, puisque c'est quand même assez large. Donc c'est tout ce qui va permettre de protéger, de gérer de manière durable et de restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés d'ailleurs, hein. Et apporter un gain donc à la biodiversité bien sûr, mais aussi au bien-être humain en préservant donc les fonctions des écosystèmes et leurs bénéfices pour la population. On vous a mis quelques exemples, ça n'est pas exhaustif, hein, c'est vraiment des types d'actions, d'exemples d'actions qui peuvent être mises en œuvre. Donc on les a regroupés quand même par grandes sous-typologies, on va dire la préservation d'écosystèmes. Donc là, on va permettre l'acquisition foncière, mais vraiment, là j'insiste, l'acquisition foncière qui servira uniquement à préserver ou à gérer les habitats et les espèces. Ensuite, donc ça c'est une nouveauté quand même, hein, je le précise, voilà, donc c'est un petit peu nouveau pour nous. Vous verrez que les conditions, les dépenses d'acquisition foncière sont quand même soumises à certaines règles. J'en reparlerai par la suite. Donc il faudra faire attention voilà, à ces règles sur l'acquisition foncière, notamment liées aux dépenses d'acquisition foncière, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, il y a tout ce qui est restauration d'écosystèmes dégradés. Donc là, on cible essentiellement les travaux de restauration. Que ça soit, voilà, on est très ouvert hein, sur les milieux, cours d'eau, traits de côte, forêt, voilà, on est assez ouvert. Et pareil, hein, sur l'approche risque, on est aussi ouvert sur les risques naturels et gravitaires. Mais il y a également tout ce qui est désimperméabilisation des sols. Voilà, il y en a d'autres, hein, c'est vraiment des exemples. Ensuite, il y a aussi la création d'écosystèmes, par exemple de zones humides ou de forêts. Et puis la gestion des écosystèmes et des activités. Donc tous les travaux qui vont permettre de gérer ces milieux qui sont soumis à pression et de préserver, de mettre en défense. Et on a également la recomposition spatiale ou le repli stratégique vis-à-vis des problèmes d'érosion et de submersion marine notamment. Voilà, je fais une petite parenthèse sur la gestion d'écosystèmes. Vous verrez par la suite que c'est quand même de l'investissement hein, pour la gestion de ces écosystèmes. On n'est pas dans le fonctionnement. C'est important, vous verrez, on a des montants planchers qui l'expriment assez clairement. Il est aussi important de rappeler voilà, que par rapport à cette typologie des solutions fondées sur la nature, attention sur les acquisitions foncières, là on met des warnings, hein, il faudra que vous nous donniez les éléments qui nous permettent de s'assurer qu'on va bien conserver les services écosystémiques, hein, l'objectif principal, et que ça servira bien à préserver, et également que vous avez tous les éléments pour gérer ces espaces que vous aurez acquis. Voilà, donc ça fait partie des éléments de justification qu'on vous demandera, soit dans le dépôt de la candidature, soit au moment d'instruction. Il faudra également démontrer le caractère fondé des projets et partager hein, comment vous avez travaillé avec les partenaires et avec la société civile, que vous nous donniez les éléments de choix, hein, quand vous avez étudié plusieurs scénarios, pourquoi vous avez choisi tel scénario, et aussi de dimensionnement, c'est important, comment vous avez dimensionné les aménagements, les solutions techniques. Et enfin, point aussi important, c'est qu'on a besoin de savoir comment vous allez entretenir les solutions que vous avez choisies. Est-ce que vous l'avez chiffré, avec qui vous allez travailler? Voilà, parce que pour nous, c'est important d'investir, mais d'investir à moyen et long terme. Voilà, comme on est souvent dans du génie végétal, du génie écologique, on n'est pas à l'abri de difficultés, mais en tout cas, que vous ayez toutes les conditions pour que la solution fondée sur la nature réussisse. Ensuite, l'autre typologie d'action qui vise à restaurer les continuités écologiques. Donc là, ce sont vraiment des actions qui vont permettre soit de maintenir, soit de rétablir l'état de conservation des habitats naturels et de permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer et d'effectuer l'ensemble de leur cycle de vie.
Et bien sûr, si elles peuvent faire l'ensemble de leur cycle de vie, elles pourront s'adapter au changement climatique. Alors là, on a identifié, je vais passer un petit peu plus rapidement parce que c'est vraiment ce qu'il y avait dans l'appel de 2023. On a vraiment élargi les trames. On a une vision assez large des trames, verte, bleue, marine, noire, brune, je dirais, etc. Euh, dans les exemples de projets, vous avez tout ce qui est démantèlement d'ouvrages, désartificialisation, tout ce qui fait obstacle en fait hein, à la continuité des espèces. La plantation, la renaturation, les passages à faune, bien sûr. Sur la trame bleue, bah, ça va être pareil, hein, effacement, arasement d'ouvrages, seuils, digues, épis. Ça peut être aussi des aménagements de passes à poissons, des échancrures, des rivières de contournement. Voilà, là, il y a plein d'exemples hein, existants, reméandrage, tressage, reprofilage, reconnexion nappe-rivière, diversification d'habitat, restauration, voilà. Trame marine, effacement d'ouvrages, ancrage écologique dans l'herbier pour respecter justement ce poumon vert de la Méditerranée, et puis réduction des pressions d'usage. On a une petite exclusion hein, sur la trame marine, sur les récifs artificiels et sur les mouillages organisés, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont exclus de la trame marine. Voilà. Ensuite, la trame noire, donc tout ce qui est favoriser des trouées noires sans éclairage, des réductions d'éclairage ciblées, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, les éclairages intelligents et les dispositifs passifs, donc sans éclairage direct, seront bien sûr favorisés. Et puis également la trame brune, donc on sait qu'il y a assez peu de projets, mais voilà, s'il y a des initiatives qui débutent, on est là aussi pour les soutenir. C'est un peu l'esprit levier hein, du FEDER qui est attendu sur les trames noires et brunes d'ailleurs. Les démantèlements d'ouvrages, désimperméabilisation, création de sols et de milieux, tout ce qui est génie pédologique et écologique pour la réhabilitation des sols. Euh, voilà. Voilà pour passer rapidement, mais ça peut être plus détaillé. Alors là, les éléments importants hein, dans les cibles que l'on vise, hein, dans les projets que l'on attend, c'est qu'il y ait bien sûr un diagnostic écologique préalable. C'est une démarche écologique avant tout, qui est fondée voilà, sur les écosystèmes et leur fonctionnement ou dysfonctionnement. Comment rétablir le bon fonctionnement. Et puis, bien sûr, on a besoin, nous, pour analyser vos projets, d'avoir connaissance de votre échelle d'analyse. Hein. Les trames, c'est ça, c'est des échelles qui vont varier selon l'analyse, donc d'avoir la bonne échelle. Et puis aussi les choix d'action, comment vous vous positionnez dans ce que vous proposez et dans l'ensemble de la trame, comment ça s'intègre. Et bien sûr, là aussi, le même principe que pour les solutions fondées sur la nature, on a besoin de comprendre comment vous allez gérer cette trame, comment vous allez provisionner aussi de l'argent pour pouvoir entretenir les trames quand c'est nécessaire. Voilà. On va maintenant balayer chacun des critères d'éligibilité, puisque c'est vraiment, je dirais, la première, les premiers éléments que vous allez vérifier, vous, en tant que porteur de projet, c'est savoir si vous rentrez bien dans les critères d'éligibilité de l'appel. Et on a 6 grands critères. S'il y a un seul des critères qui ne marche pas, le projet est considéré comme inéligible. Alors, le bénéficiaire doit être un organisme public. On vous a mis la définition précise dans l'appel. C'est une définition qui est large aussi. Tous les gestionnaires d'espaces naturels et les associations. Voilà, attention, les entreprises ne sont pas concernées par cet appel. Et autre warning, les opérations collaboratives, donc en chef de fila, ce qu'on appelle chef de fila, donc vous avez une opération qui est portée par plusieurs porteurs avec un chef de file. On n'a pas autorisé ce montage-là dans cet appel, mais par contre, ça n'empêche pas de travailler en collaboration, hein, mais chaque porteur doit déposer une demande d'aide. Voilà, et s'il veut rappeler le contexte global de l'opération collaborative, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il n'y aura pas de montage en chef de fila, comme ça peut être permis sur d'autres appels. Sur la thématique, on vient de le voir, je ne vais pas m'étendre. Hein, le projet est éligible s'il entre dans une des 2 typologies que je viens de vous décrire, donc les solutions fondées sur la nature et la restauration des continuités écologiques. Et deuxième point aussi, il faut qu'il respecte les 3 principes directeurs qu'on a indiqués dans l'appel. Le principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire qu'on ne va pas
dépolluer pour le compte d'un pollueur qui existe. Hein. Ça, c'est des principes européens. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on ne soutiendra pas, par exemple, les mesures compensatoires. On considère que c'est au maître d'ouvrage de compenser ses propres, ses propres impacts. Voilà, il y a le principe de zéro artificialisation nette, comme vous l'avez compris. Hein. L'objectif, c'est plus de démanteler les éléments bâtis plutôt que d'aller artificialiser. Voilà, donc ça suit bien ce principe-là. Et puis le principe de démarche écologique, on l'a dit à plusieurs reprises, on attend un diagnostic écologique des sites et puis vraiment une démarche écologique et non pas paysagère ou que ornementale. Ça fait partie des exclusions de l'appel. Hein. Je fais un petit lien sur le pavé qui est rose là. Tous les aménagements paysagers et les opérations de végétalisation urbaine à vocation ornementale ne sont pas ciblés. Nous, on attend vraiment une démarche écologique avec un apport pour les écosystèmes, pour les fonctions écosystémiques. Et ça, il faudra voilà, le démontrer dans votre candidature. Donc les mesures compensatoires ou les unités de compensation, de restauration et de renaturation sont exclues. Les études amont préalables aux travaux, par exemple études de faisabilité, sont exclues également du soutien. Les habitats artificiels et les mouillages organisés dans la trame marine ne sont pas soutenus également. Et puis là, c'est un peu une généralité, mais je préfère le rappeler, toutes les actions qui relèvent du FEAMPA ou du FEADER, qui sont prévues dans les appels à projets et qui sont ciblés dans ces deux fonds européens, ne sont pas la cible du FEDER. Hein. L'idée, c'est pas d'aller piquer les projets aux collègues qui travaillent avec d'autres instruments, enfin d'autres fonds. Pour les critères d'éligibilité géographique, c'est assez simple. Il faut que le projet soit réalisé sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, pour le démarrage et la durée de l'opération, alors vos projets peuvent être commencés, hein, mais pas terminés. Voilà, vous pouvez vraiment candidater avec des opérations qui ont déjà démarré. En revanche, il ne faut pas qu'elles soient terminées. Point important. Les dépenses qui vont être liées au projet doivent respecter le calendrier réglementaire d'éligibilité des dépenses pour le programme 2021-2027, soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2029. Une fois qu'on a dit ça, ça fait une fenêtre assez large. Il va falloir quand même que vous définissiez vous-même un point de démarrage de votre opération et un point de finalisation de l'opération. C'est ce qui va vous donner votre période de projet. Ça, c'est à vous de le décider. Ça peut correspondre à des marchés, à des lancements de marché, à des, je sais pas moi, à une étape importante de la vie du projet. Voilà. C'est vous qui le définissez. Ensuite, après, vous donnez une durée. Nous, la durée, on va en tenir compte dans l'instruction, c'est-à-dire qu'on va essayer de quand même pas avoir des projets trop longs parce qu'on sait qu'il y a un peu de retard, voilà, et qu'on va réserver de l'argent pour un projet. S'il ne se réalise pas dans les délais, c'est de l'argent qu'on va perdre. Donc, l'idée, c'est quand même voilà, de regarder vos calendriers qui soient crédibles et ensuite, toutes les dépenses et le paiement de ces dépenses doivent être réalisés dans la période indiquée. Attention, si ça sort de cette période, si par exemple ce sont des dépenses que vous faites avant ou après, on ne pourra pas nous les prendre en charge. Donc ça, c'est un point important qui n'est pas toujours évident à comprendre dès le début. Et c'est pour ça qu'on voilà, on vous a donné un exemple. Là, c'est un exemple sur 42 mois, année 1, année 2, année 3, année 4. Il faut vraiment que vous ayez et réalisé les dépenses et les payer. Hein. C'est important aussi cette notion d'avoir payé. Des fois, il y a des délais de paiement. Et il faut bien en tenir compte quand vous estimez quand vous estimez la durée de votre projet. Alors ensuite, la façon dont ça se passe, c'est qu'en général, ce qu'on propose, nous, c'est 2 acomptes plus un solde. C'est la configuration générale. Après, on peut adapter au cas par cas, hein, il n'y a pas de problème. Vous avez un premier acompte, un deuxième acompte et une demande de solde. Sachez que la durée de la convention, si vous êtes bénéficiaire FEDER, elle est de 2 ans après le solde. Voilà, c'est la validité de la convention. Donc, tous vos droits et vos obligations vont au-delà du solde, de la réception du solde, jusqu'à 2 ans après le solde. Ça aussi, c'est à garder en tête.
Alors, pour le plan de financement, on a un taux FEDER maximal de 70% du coût total éligible. Attention, du coût total éligible, ça c'est important aussi, parce que pendant l'instruction, on va bien vérifier si les dépenses que vous nous avez indiquées sont éligibles à l'appel. On a défini un seuil plancher qui est de 250 000 euros de FEDER. En fait, vous ne pouvez pas demander moins de 250 000 euros de FEDER. Ça fait partie, en fait, c'est la granulométrie, on va dire, moyenne des projets qu'on cible. Autre point important, attention au double financement. Une même dépense ne peut pas être financée par plusieurs fonds européens, plusieurs programmes, plusieurs instruments financiers de l'Union européenne. Voilà, il faut vraiment que si vous allez voir, si vous avez des aides de plusieurs fonds, il faudra décroiser ces dépenses, c'est-à-dire bien cibler, bien flécher les dépenses par fonds. Et on vous demande également, là c'est un point important, c'est d'optimiser vos plans de financement, c'est-à-dire que si vous avez d'autres partenaires financiers sur les opérations FEDER, on vous demande d'avoir quand même un minimum de FEDER parce que ça demande beaucoup de travail de votre côté et de notre côté. Et si c'est pour, par exemple, 10% de FEDER, ça ne vaut pas vraiment le coup. Voilà, donc l'optimisation, c'est en ce sens, c'est de se dire, ben, je ne demande pas moins de 40% de FEDER. Ce n'est pas une règle, hein. Attention, là je vais être très claire, ce n'est pas une règle, autrement on l'aurait écrit dans l'appel. Mais on vous demande quand même, si possible, voilà, quand vous faites une demande, de mettre quand même un certain montant de FEDER. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des catégories de dépenses éligibles. Là, c'est un petit peu nouveau, ce qu'on vous propose par rapport à l'appel précédent, puisqu'en fait, on va avoir des coûts directs au réel. Donc là, on va vous prendre le coût exact, hein, ce que vous avez payé pour une dépense, qui sera affectée au projet, bien sûr, hein. Voilà. Et ensuite, on va appliquer un coût direct au forfait. Donc là, on ne prendra pas la dépense réelle, mais on appliquera un forfait. Et ensuite, on a des coûts indirects aussi au forfait. Donc là, on a vraiment 3 typologies de coûts. Vous verrez, le plan de financement est calibré, il vous fait les calculs directement. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on va vous projeter rapidement le plan de financement. Donc voilà, donc dans les coûts directs au réel, on va prendre les acquisitions foncières, comme je le disais au tout début. Attention, attention, le décret d'avril 2022 précise comment on peut prendre en considération ces acquisitions foncières. Allez vraiment le voir, c'est important. Ensuite, il y aura les équipements et les machines et les travaux. Les travaux, là, ça va être fourniture de matériel et de matériaux, livraison, pose, dépose, construction, déconstruction, démantèlement, préparation environnementale de chantier et toutes les études d'exécution qui vont être intégrées au marché de travaux. C'est vraiment les études d'exécution, hein, j'insiste. Les études amont ne sont pas prises en charge. Voilà. Donc, on est dans la phase travaux, là. Ensuite, on va prendre en charge les prestations externes. Là, vous allez, par exemple, prendre un prestataire, un maître d'œuvre, par exemple. On prendra les études de maîtrise d'œuvre uniquement si les travaux sont financés dans le cadre de l'appel à projet, bien sûr, hein. On ne prendra pas une maîtrise d'œuvre seule. Voilà, mais on prend les études de maîtrise d'œuvre. Alors là, on entend les missions de maîtrise d'œuvre au sens de la commande publique, hein. C'est les missions de maîtrise d'œuvre réglementaires. Et puis, on prendra également le suivi écologique et l'instrumentation des sites, le matériel, les prestations externalisées. Par exemple, si vous prenez un prestataire pour le suivi écologique, attention, je mets un petit warning sur le suivi écologique. Faites attention à votre période de réalisation de l'opération. Si votre suivi écologique il va 5 ans après la réalisation, on ne pourra pas le prendre en compte puisqu'il sortira de la période. Donc, soit on vous prend qu'une année. Enfin voilà, réfléchissez bien comment vous organisez votre projet. Ça, ce sont les coûts directs, hein. Donc, vous aurez certainement des marchés publics, on les analysera, vous aurez des factures, des bons de commande, on regardera tout ça et on sera sur la dépense réelle. Ensuite, on va avoir des forfaits. Donc là, c'est quand même un aspect positif et il faut le souligner, c'est que on va pouvoir prendre en charge les frais de personnel. Ça nous a été demandé à plusieurs reprises auparavant. Et là, on peut le faire, mais d'une manière qui assouplisse quand même votre travail à vous et notre travail nous, en certification des dépenses. On va pouvoir appliquer un taux de 20% des coûts directs au réel. Donc, si on prend la ligne du dessus, là, on va vous prendre tous vos coûts directs éligibles et on va appliquer 20% de ces coûts directs en vert clair. Là, le plan de financement est calibré pour. Vous allez mettre vos coûts directs, vous allez mettre
coût direct au forfait et ça va vous calculer le forfait directement. Attention, attention tout de même, on a une petite subtilité qui apparaît aussi dans le tableur Excel du plan de financement, vous le verrez en rouge. Quand les coûts directs au réel sont importants, on ne pourra pas appliquer les 20% parce qu'on considère que les coûts directs au réel sont trop importants et que les 20%, ça fait une somme trop grosse, trop disproportionnée en fait. Quand les coûts directs au réel en fait, sont supérieurs au seuil formalisé des marchés publics de travaux, enfin des marchés publics. Hein, tout ce qui est procédure formalisée, quand ça va au-delà, on ne pourra pas prendre le coût direct au forfait. Voilà, c'est 20%, on ne pourra pas les prendre. Ça, c'est bien indiqué. Alors, c'est formalisé d'une certaine façon. Bon, on vous réexpliquera hein, s'il faut, mais c'est vraiment indiqué dans le plan de financement. Il y a un warning qui vous alertera. Donc voilà, là, on est sur les coûts directs de l'opération, au forfait, les frais de personnel. Maintenant, je vais passer aux coûts indirects. Qu'est-ce que c'est qu'un coût indirect? C'est en fait un coût qu'on ne peut pas rattacher directement à votre opération, mais pourtant qui est nécessaire à la réalisation de cette opération. Ça va être essentiellement ce qu'on appelle les frais administratifs. Ça peut être par exemple des frais de structure, voilà, qui ne sont pas rattachés directement à l'opération, mais dont vous avez besoin. J'insiste là-dessus parce qu'il faut que vous puissiez justifier des dépenses de frais administratifs. Hein. On va vous donner un forfait, mais il va bien falloir que vous disiez oui, moi j'ai ça en charge de frais administratifs. Voilà. Si vous n'avez pas de dépenses de frais administratifs, on ne pourra pas vous mettre le forfait de coût indirect de frais administratifs. C'est logique. Donc, ce forfait est de 7% des coûts directs, donc du vert clair et du vert foncé cumulés. Là aussi, vous verrez dans le plan de financement, je vous rassure, vous avez une ligne qui calcule automatiquement ce coût indirect au forfait. Voilà, ça couvre tous les frais de structure. Ça aussi, c'était demandé. Donc voilà, ça fait partie des nouveautés et qu'il est intéressant de pouvoir mobiliser. Attention, attention quand même dans les dépenses inéligibles. Hein, on a des exclusions qui sont liées au règlement du FEDER. Tout ce qui est, et là je mets en lumière une seule dépense qui vous concerne particulièrement, c'est les provisions pour risques et aléas. On ne peut pas les prendre en charge. Voilà, donc vous faites attention à ne pas les mentionner tels que, parce qu'on sera obligé de les écarter. Voilà. Alors ensuite, on voulait indiquer bon, les critères de sélection, hein, c'est pareil, c'est indiqué dans l'appel, mais c'était aussi important de vous rappeler qu'on va noter chacun des projets sur lesquels vous allez candidater. Pour cela, on a une grille de notation avec des critères de qualité qui sont sur 14. La raison d'être du projet, comment vous l'avez réalisé, comment vous l'avez élaboré, pas réalisé, pardon, comment vous l'avez élaboré et notamment comment vous avez travaillé avec vos partenaires. La maturité du projet, très important, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut quand même que vous soyez prêt à démarrer votre projet. S'il est trop lointain, en fait, vous ne rentrerez pas dans la période et on va réserver de l'argent pour un projet qui ne se réalisera pas dans les délais. Donc, on est très, très attentif à la maturité du projet. Évidemment, la valeur ajoutée qu'apporte ce projet et l'impact soit sur la thématique, soit sur le territoire. On peut l'analyser selon différentes échelles. Et ensuite, nous avons des principes horizontaux qui sont des principes européens. Il va falloir vous expliquer en quoi vous respectez ces principes horizontaux. Donc le développement durable, bon, ça devrait être facile. Et tout ce qui est charte des droits fondamentaux, égalité homme-femme, etc. Donc là, on est obligé de le prendre en considération dans nos critères de qualité. Et vous aurez une petite place pour préciser comment vous comptez répondre à ces principes horizontaux. Et ensuite, on a des critères de performance qui sont sur 6, hein, donc ça donne une note sur 20 en tout. La capacité administrative du porteur, comment il va gérer le FEDER, quels interlocuteurs, comment l'équipe projet se préfigure. La performance financière du projet et la contribution aux indicateurs du programme, puisque vous aurez des indicateurs non seulement à remplir, mais aussi au moment de la fin du projet à faire remonter, donc une fois que c'est réalisé. Voilà. Et pour verser le solde, il faudra bien sûr que vous expliquiez comment vous avez rempli les valeurs cibles.
enfin les valeurs réelles, pardon. C'est les valeurs cibles au moment de l'instruction et c'est les valeurs réelles au moment du solde. Sur cette note sur 20, il faut avoir la moyenne sur chacun des blocs. Donc 7 sur 14 à la qualité et 3 sur 6 à la performance. S'il y a un des deux blocs où il n'y a pas la moyenne, l'opération est inéligible. Un petit focus sur les indicateurs, c'est assez facile sur cet appel. On n'a que 2 indicateurs. Alors, ce sont des indicateurs qui nous sont imposés par la commission. Ce n'est pas nous qui les élaborons. On rentre dans un cadre assez précis. Donc, on a un indicateur de réalisation, c'est l'infrastructure verte mise en place ou réaménagée en vue de l'adaptation au changement climatique. Donc là, c'est l'infrastructure verte au sens large. C'est la trame verte qui va être rétablie. Là. Donc, on vous a donné tous les éléments pour remplir les valeurs des indicateurs en annexe B de l'appel à projet, page 17. Et on a aussi un indicateur de résultat qui va être la population directement concernée par la restauration ou la création d'espaces naturels. Donc là, vous allez prendre, par exemple, si votre projet se déroule sur 3 communes, vous prendrez la population légale en 2020 des 3 communes concernées. Voilà. On a essayé de simplifier au maximum par rapport à ce qu'on a envisagé à un moment donné. Donc là, pareil, on vous a mis la méthode, c'est assez basique, de manière à ce que ça vous facilite les choses, et nous aussi, même occasion. Vous verrez, pardon, dans la candidature, vous avez vraiment une annexe 4 dédiée qu'aux indicateurs. On a besoin de savoir comment vous avez fait vos calculs pour comprendre à l'instruction voilà, et vérifier qu'on est bien dans le cadre européen de nos indicateurs. Alors maintenant, comme j'ai beaucoup parlé, on va faire un petit sondage et qu'on aimerait savoir si vous avez un projet ou pas qui est sur les rails et qui pourrait rentrer dans cet appel. On va faire un petit count si vous avez vos téléphones portables. Je vais lancer ça tout de suite. Donc, vous allez sur le site kahoot.it. Donc, normalement, vous allez... mais il faut que si je rejoue, il n'y a pas le... Normalement, vous allez avoir un petit code. Voilà. Vous allez avoir un petit code quand vous êtes... voilà. Vous allez avoir un petit code à... Je crois qu'il est à 6 chiffres, je ne suis pas sûre. Voilà, il est à 6 chiffres. Quand vous êtes sur kahoot.it, vous rentrez le code PIN du jeu, là. 883 05 26. Ou alors vous flashez si vous préférez, mais je pense que c'est plus facile de mettre le code. Voilà. Et vous avez un pseudo, c'est anonyme. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, là on voit, il n'y en a que 3. Comment c'est possible? Nombre maximal de joueurs atteint. Ah oui, d'accord. On n'est que 3. Pourtant, tout à l'heure. Non, on Mais est sinon, c'est payant. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Sinon, c'est Ah, payant. j'avais demandé une extension à 200, plus de 200 joueurs. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que je sais que c'est payant, mais... Ah, bah voilà. Alors, ça ne m'a pas fait ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Et alors, j'ai pu... Si ça ne marche pas dans l'absolu, mettez-nous dans le chat. Ouais, alors voilà. Si vous Bah, envisagez. les 3 qui sont indiqués, faites-le quand même. Hein, mais les autres, si vous pouvez nous... Alors, on va faire comme ça. Si vous pouvez nous mettre un pouce dans le chat quand vous avez un projet qui pourrait rentrer dans l'appel. Pose la question. Ouais. Et les 3 qui sont en ligne, du coup... Donc, pensez-vous que votre projet corresponde aux attentes de cet appel à projet? Plutôt oui, plutôt non, ou je n'ai pas de projet. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur le Kahoot, si vous pouvez le mettre sur le chat, on fera la comptabilisation à part. Voilà. Et ensuite... Il y a une deuxième question. Si vous avez un projet, de quelle typologie d'action relève-t-il? Soit des solutions fondées sur la nature,
soit la restauration des continuités écologiques. Voilà, si vous êtes sur le chat, vous pouvez mettre SFN ou RCE. Voilà. Sachant qu'a priori, ce sera le dernier appel hein, sur cet objectif spécifique. Donc là, c'est aussi pour ça, comme l'indiquait Elodie, qu'on vous laisse plus de temps pour échanger avec nous, pour optimiser vos dépôts de dossier et voilà, répondre à toutes vos questions de manière à ce que vous ayez aussi plus de temps pour le déposer en avril, que vous optimisiez vos chances de soutien fédéral. Alors, en tout cas, merci de nous avoir informés de si vous avez un projet ou pas. Ça nous aide, nous, après, à nous préparer pour vous accompagner hein, sur tout ça. Maintenant, on va passer dans une partie un peu plus opérationnelle. Maintenant qu'on a bien précisé les attentes de notre appel, on va vous expliquer un peu comment candidater, vous donner quelques éléments importants. Peut-être d'abord parler de la vie d'une opération. On a un certain nombre d'étapes et sur lesquelles vous allez avoir des éléments à fournir et des points de vigilance à avoir. Bon, il y a toute la partie de l'appel à projet, ça a commencé depuis le 18 novembre. Hein, on a commencé à être sollicité par des porteurs potentiels. Il y a toute la phase de candidature jusqu'au 29 avril. Et ensuite, à partir du 29 avril, nous, on va commencer notre instruction. C'est là où on va commencer à vous poser des questions un peu plus fines sur vos projets. Quand on sera vraiment rentré dans vos projets, on va vous envoyer un tableau de liaison où on vous posera tout un tas de questions. Voilà, donc le gros du travail va commencer à l'instruction de notre côté. Et à la fin de l'instruction, on proposera au comité régional de programmation si oui ou non on finance le projet et à quel niveau. Voilà. À partir du moment où le comité régional, le CRP, le comité régional de programmation, va valider notre proposition, si vous êtes OK, enfin si le projet est OK, on va établir une convention et c'est la programmation. Vous allez faire l'objet d'une convention, on va vous envoyer une convention et ensuite on va être dans la réalisation après la convention. Donc il y aura l'exécution physique, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc c'est quand vous allez réaliser vos actions. Ensuite, vous avez l'acquittement, donc c'est quand vous allez payer vos factures et vous allez remonter les dépenses selon 2 acomptes, comme on l'a montré tout à l'heure, et un solde, mais ça peut être adapté, hein, mais souvent c'est ça. Ces remontées de dépenses, ensuite, ça ne sera plus l'instructeur, votre interlocuteur, ça sera le certificateur, celui qui va certifier vos dépenses. Donc c'est vraiment en binôme qu'on va gérer vos projets du côté FEDER. Il y aura toute la partie instruction et toute la partie certification des dépenses. C'est 2 personnes différentes parce qu'on a un principe de séparation fonctionnelle qui nous est imposé et c'est pour ça qu'on travaille en binôme. Et ensuite, il y aura cette certification de dépenses se fera à compte 1, à compte 2 et solde. Et bien sûr, après, ça donne lieu au paiement après chaque phase de certification. Attention, après le paiement, vous pouvez avoir des obligations liées à l'archivage des données. Vous devez garder un certain nombre de données et liées aux audits. Vous pouvez avoir des audits une fois le solde versé. Donc, ce n'est pas parce que vous avez été payé que le projet s'arrête. On a, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, hein, déjà une date de validité de la convention qui va jusqu'à 2 ans après le solde. Les étapes de votre candidature, maintenant, dont vous allez prendre connaissance de l'appel. Le webinaire, il est fait pour ça, mais pas que. Nous avons mis une fiche projet dans l'ensemble des pièces de candidature à l'appel. Vous avez une fiche projet que vous pouvez voir là. Pour nous, c'est une première prise de contact. Vous nous transmettez une fiche projet et on peut commencer à échanger sur les critères d'éligibilité ou sur une question en particulier. Donc, on vous demande bien de nous solliciter par mail dans un premier temps et si possible avec la fiche projet. Si elle n'est pas prête, on peut avoir un premier échange et par la suite, vous faites la fiche projet. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, on peut faire soit des échanges Teams, soit des réunions, soit des appels téléphoniques. Il n'y a pas de problème. On est là pour vous accompagner, et Florence et moi, et Delphine, bien sûr. Donc, il ne faut pas hésiter. On préfère passer un petit peu de temps à l'accompagnement plutôt que d'avoir une candidature ou qui vous a demandé du travail et qui est à côté de l'objectif.
Et ensuite, voilà, on peut aussi vous aider à comprendre toutes les pièces à remplir et à faire la candidature. La candidature se fera sous e-Synergie, donc tout en ligne, hein, dématérialisé. Et on vous a donné les éléments pour préparer cette candidature. Donc, vous avez une trame standard e-Synergie qui rassemble toutes les questions que vous avez à répondre en ligne. Donc, vous pouvez le préparer sur un document Word et ensuite le mettre en ligne. Ou alors, vous pouvez le mettre en ligne directement. Hein, ça, c'est à vous de voir. Voilà, le portail, c'est synergie-europe.fr. Tout ça, c'est rappelé hein, sur l'ensemble des pièces. On ne reçoit plus de dossier de papier depuis longtemps, hein, donc voilà, tout est nécessairement fait en ligne. Pour ça, on a aussi des documents, des guides. Donc, vous avez notamment le guide du candidat, qui sont sur notre site unique, hein, europe.maregionsud.fr, non, europe-maregionsud.fr. Enfin, le site que je vous ai rappelé à plusieurs endroits. Là-dedans, c'est un site assez riche. Vous avez pas mal de tutos, de guides. N'hésitez pas à vous balader dessus, mais en tout cas, surtout en priorité, le guide du candidat. Et vous avez bien sûr la notice d'aide utilisation e-Synergie qui peut vous aider aussi, mais après, c'est assez intuitif, quoi. Les pièces à joindre au dossier, donc là on a l'annexe 1 qui est le plan de financement. L'annexe 2, c'est la description détaillée du projet, donc ça n'a pas bougé depuis longtemps, hein, c'est assez classique. L'annexe 3, les principes horizontaux. Et l'annexe 4, les indicateurs, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez une grille des pièces à joindre qui vous précise tout ce qu'il faut fournir selon votre statut. Voilà, faites attention de ne pas oublier des pièces parce qu'après, ça peut poser des problèmes dans la candidature. C'est pour ça que c'est bien de candidater avant le 29 avril, parce que nous, ça nous permet aussi d'accéder à votre candidature et s'il y a un problème, de pouvoir vous en informer pour que vous complétiez votre candidature. Si vous le faites trop tard, on ne le verra pas et vous ne pourrez pas compléter. Voilà, et ensuite, on a deux éléments aussi. Si vous êtes soumis au marché public, il va falloir remplir la grille infoporteur. C'est vraiment une grille assez légère qui permet de voir comment vous avez organisé vos marchés et pour quel type de dépenses vous allez l'utiliser. Ça nous permet de voir voilà, comment c'est organisé. Vous avez aussi la grille aide d'État, mais normalement, elle ne devrait pas trop vous servir puisqu'on est dans des typologies d'actions qui ne relèvent pas des aides d'État. En tout cas, on vous l'a quand même mis si vous voulez vérifier ces aspects-là. Et je précise que l'appel à projet ne soutiendra que les opérations qui sont hors aide d'État, hein. Ça fait partie aussi des éléments importants. Si ça vous pose question, vous pouvez aussi nous solliciter sur ces points-là au moment de l'accompagnement. Alors, le plan de financement, c'est un tableur Excel où vous allez remplir un certain nombre d'éléments en haut, là, dans le pavé sur l'opération, l'intitulé, voilà. Et ensuite, vous allez rentrer vos dépenses, vos grands postes de dépenses par catégorie de dépenses. Donc, vous allez voir investissement, vous allez avoir prestations externes, voilà. Donc, choisissez bien une catégorie de dépenses dans les éléments. Et vous pouvez, bien sûr, mettre les gros sous-postes, hein, tant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, ça sera les coûts directs réels. Et ensuite, vous aurez bien sûr les coûts directs forfaitaires, donc les 20% pour le personnel, et également les coûts indirects forfaitaires, donc les 7% pour les frais administratifs. Voilà, ça se calcule automatiquement. Ça, c'est le volet dépenses. Et ensuite, vous n'oubliez pas, vous avez un volet ressources aussi, où là, on a besoin de comprendre qui va financer votre projet. Est-ce qu'on est les seuls ou est-ce qu'il y a d'autres financeurs? Et s'il y a d'autres financeurs, lesquels sont-ils? Et est-ce qu'on est sur la même assiette ou pas sur la même assiette? Voilà, bien sûr, le plan de financement doit être à l'équilibre, hein, autant de dépenses que de ressources. Voilà, vous avez la partie en autofinancement aussi. J'insiste aussi sur le volet participation minimale du maître d'ouvrage, puisqu'on a un code général des collectivités territoriales qui impose une participation minimale du maître d'ouvrage, donc faites aussi attention à ça. Voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais c'était juste pour vous présenter ces deux onglets du plan de financement. On a fait un petit focus aussi sur la grille information porteur parce qu'on pense que, vu les bénéficiaires cibles que l'on a dans cet appel, ça sera essentiellement des organismes publics. Donc, vous serez la plupart du temps soumis au Code des marchés publics.
Et donc, la grille information porteur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est juste pour qu'on voit voilà, quel type de marché est-ce qu'ils sont notifiés, pas notifiés, et pour quel type de dépenses vous allez les utiliser. Voilà, ça nous permet de voir dans un premier temps comment vous avez organisé votre achat. Et puis ensuite, dans un second temps, mais qui ne sera pas du tout à la candidature, qui sera plus tard dans l'instruction, on vous demandera toutes les pièces de marché, puisqu'on vérifie toutes les pièces de marché et de la procédure, bien sûr, au moment de l'instruction s'ils sont notifiés ou au moment de la certification s'ils ne sont pas encore notifiés au moment de la candidature. Voilà, nous, ce que l'on apprécie, c'est quand vous associez le service marché sur ces questions-là, parce que c'est plus direct. Voilà, on a des échanges à plusieurs et c'est peut-être plus clair ou plus facile dans un premier temps. Voilà. Donc, la grille information porteur est dans l'ensemble des pièces de l'appel. Et enfin, je vais finir sur le calendrier prévisionnel. Donc, on a publié l'appel en novembre. Aujourd'hui, on est le 12 décembre, on fait le webinaire. On va avoir toute la phase d'accompagnement jusqu'au 29 avril. Clôture de l'appel. Et ensuite, on commencera à instruire les demandes d'aide. Voilà. Alors, on a répondu à un certain nombre de questions d'ores et déjà dans le chat. Merci en tout cas pour tous les perspectives de dépôt de dossier qui, a priori, sembleraient rentrer dans les perspectives de cet appel. Est-ce que vous avez des questions outre celles sur lesquelles j'ai déjà répondu dans le chat, où il y avait notamment donc, la nouveauté effectivement aussi par rapport à 14-20, c'est effectivement cette question des options à coût simplifié que vous a présenté Elodie. Donc là, le principe justement, c'est de ne plus avoir de justificatif à nous transmettre. On part sur un principe que vous nous indiquez que vous avez effectivement des dépenses correspondantes, on imagine tant sur la question des RH que sur les coûts indirects, sur le fonctionnement de la structure, du coup. Et du coup, dans l'annexe plan de financement que vous avez dans l'appel, qui se remplit automatiquement quand vous remplissez les cases, vous avez vos dépenses en investissement, vous rajoutez les 20% de coûts de personnel, ça vous fait un CTE auquel vous ajoutez là aussi automatiquement les 7% de coûts indirects. Et ça vous permet d'avoir le total du projet. Et donc voilà, on simplifie aussi les règles européennes à travers ces OCS. Donc voilà, ça nous permet, comme l'indiquait Elodie, aussi de financer plus facilement de l'ingénierie, en l'occurrence, sur la part des 20%. Mais tout en étant, comme elle l'a indiqué également, l'Europe, elle circonscrit quand même cette possibilité d'intervention à cette marge de 20%. Et il faut que du coup, les coûts correspondants en investissement ne dépassent pas le seuil des marchés, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on financerait de très, très grosses masses financières sur du fonctionnement, en l'occurrence. Et donc, il ne faut pas que les dépenses en investissement dépassent, si vous êtes sur des opérations sur le seuil des marchés à 5,3 millions, voilà, si vous êtes au-dessus, vous ne pouvez pas appliquer les 20% d'OCS. Donc ça, c'est une première spécificité et ce qui va nous faciliter et à vous et à nous, dépôt et à nous l'instruction. Ensuite, il y a des questions sur l'éligibilité de certaines thématiques. Donc, on est effectivement sur un appel le plus large possible, justement, dans cette perspective de soutenir les projets ambitieux et dynamiques à l'échelle des territoires sur les continuités, mais aussi avec cette nouveauté autour des solutions fondées sur la nature. Comme je vous le disais, on est sur un territoire comme partout, mais peut-être encore plus du fait du caractère assez exposé en termes de risque de notre région, où il y a des accélérations en matière de changement climatique et du coup tout ce qui peut être solutions fondées sur la nature qui vont nous permettre d'être plus dans la prévention que dans le curatif, qui finit par poser quand même de gros problèmes outre les questions financières. Voilà, tous les projets en la matière seront aussi les bienvenus et on sait d'ailleurs qu'il faut, pour ça qu'on en a fait un objectif spécifique, un appui financier important sur cette question-là pour que les projets puissent s'enclencher. Il y a des discussions sur le chat aussi sur la question de l'autofinancement. Donc là, je vous ai répondu sur la règle. Après, voilà, il y a aussi des cas de figure un peu particuliers et on en discutera sur chacun des projets avec vous. N'hésitez pas à solliciter Elodie
et Florence via l'adresse générique que vous avez à l'écran, hein, mais voilà, on est vraiment là pour regarder ça de plus finement avec vous. Oui, on est effectivement, Nicolas, sur un taux. Alors, nous, on est à 70% en l'occurrence hein, sur cet appel et on n'ira pas à 80, mais vous pouvez avoir du coffee. Mais là aussi, l'idée, c'est de décroiser au maximum les dossiers avec nos partenaires financiers que sont l'Agence de l'eau majoritairement et l'État, avec tous les questionnements qu'il y a en ce moment autour du fonds vert. C'est ça. Enfin, le financement, on en discutera avec vous à chaque dossier. Nicolas, du coup, tu veux intervenir? Oui, bonjour à tous. Bonjour Delphine, merci. C'était juste effectivement pour être clair avec les partenaires qui pourraient déposer un dossier. Les 70% effectivement du montant d'aide éligible, faut les comprendre enfin, qu'il y a une répartition entre eux, un pourcentage FEADER, des contreparties régionales potentielles qui peuvent être apportées soit par la région, soit par le département. Mais on part bien sur un taux de 70%. Et après, voilà, chacun fait sa sauce, entre guillemets, pour chaque projet, répartir les taux entre du FEDER, entre de la région, du département. C'est bien ça l'idée? Ou est-ce qu'on peut trouver malgré tout un cofinanceur pour monter jusqu'à 80%? Ben, la totalité ne pourra pas aller au-delà des 80%. Et donc, Ça, c'est très clair. Voilà, si nous, on est à 70, eh ben, il y aura 10% d'un COFI supplémentaire. Ben, après, l'idée, c'est de ne pas faire 50 dossiers. Mais oui, il Oui, y a possibilité, ben, il y a obligation d'avoir 20% d'autofi sur les opérations en investissement. Donc, voilà, cette règle-là, elle est valable pour tous les dossiers, en l'occurrence, qui sont portés par des maîtres d'ouvrage publics. Juste le point à préciser, c'est que nous, on n'a pas d'obligation de contrepartie, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le seul FEDER qui finance. 70% FEDER, ok. Voilà, on n'a pas d'obligation de contrepartie, je le dis parce que ça, c'est resté dans l'historique et ça Oui. peut être le cas sur d'autres fonds, mais au FEDER, on n'a pas ce point-là. Merci. Il y a une autre question, Boris. Boris a levé la main. Si vous voulez poser vos questions, Moi, n'hésitez pas. Oui, pardon, Bonjour. excusez-moi, j'avais pas ouvert mon micro. Désolé, je vais juste enchaîner parce qu'il y a un lien. On a eu un échange dans le chat et a priori, on pourrait quand même financer, sous réserve que les porteurs aient une inscription comptable en fonctionnement, jusqu'à 100% via des financements publics. Par exemple, 70% FEDER, 15% région, 15% département. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à préciser en caractère d'investissement, fonctionnement entre ce que considère la région et l'Europe. Enfin, je sais pas, du coup, je suis Alors, en recherche de vraiment, en fait, qu'est-ce qui peut se passer autour de ces 70% ou... il y a deux choses. En fait, il ne faut pas tout mélanger. Il y a la participation minimale du maître d'ouvrage qui s'impose. Donc ça, c'est la participation minimale, elle est de 20%, dans certains cas, elle est de 30%, selon le type de compétences de chef de file ou pas chef de file. Ça, c'est la réglementation du Code général des collectivités territoriales. OK. Nous, on le vérifie pendant l'instruction du projet. C'est-à-dire qu'on vérifie qu'on applique le droit national. Donc, nous, on va regarder le plan de financement. Mais ça, c'est que pour des opérations d'investissement. Je vous rejoins. Ça, cette participation minimale du maître d'ouvrage ne s'applique que dans les opérations d'investissement. Si l'opération est considérée comme du fonctionnement pour des raisons X ou Y, on ne vérifiera pas cette 20% de participation minimale du maître d'ouvrage. Mais en tout cas, nous, FEDER, on n'ira jamais au-delà de 70%, puisque c'est la règle de notre appel. Oui, Par j'entends, mais contre, un autre partenaire peut compléter. Et nous, au moment de l'instruction, la vérification de la participation minimale du maître d'ouvrage sera bon parce qu'on considérera que ce n'est pas une opération d'investissement, mais une opération de fonctionnement. Certains projets, Boris, sont effectivement présentés en fonctionnement. Et donc, ça, c'est comptablement, ils sont présentés en fonctionnement. Pour autant, au titre de l'appel, ils s'inscrivent effectivement dans ce que nous, on considère comme de l'investissement, ce que je vous ai mis dans le chat, hein, effectivement, sur ces thématiques de continuité écologique, certaines structures
sont passés sur du fonctionnement parce que pour X raisons, et ça a été validé par des instances notamment préfectorales. Et donc il y a des cas de figure qui restent rares, a priori, hein, soyons clairs, où on peut avoir des opérations qui s'inscrivent dans l'objectif de cet appel, mais qui sont comptablement enregistrées en fonctionnement, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas obligation de répondre aux 20% d'autofis, ce qui veut dire que tu vas effectivement, tu as du COFI public à hauteur de 100%. Mais ça reste des cas de figure assez exceptionnels. Qu'on soit clair, la règle de base, c'est 20% d'autofis sur de l'investissement. Dans des cas exceptionnels, à débattre, parce que ça veut dire aussi que tous les autres COFI le considèrent aussi en fonctionnement, voilà, ça peut être possible, mais ça reste des cas exceptionnels. La règle, c'est bien les 20% en investissement. Une autre intervention. Bonjour, Oui. Camille Gaillard, Euroméditerranée. On vous a rencontré déjà pour vous présenter un projet donc urbain sur un ancien site artificialisé de création de parcs avec une renaturation de cours d'eau. Le projet global dépasse les 10 marchés. Et je sais qu'il y a une contrainte de ne pas dépasser plus de 10 marchés à vous présenter. Oui. Nous, du coup, on se pose la question d'une part, dans le cadre de ce projet précisément, si les dépenses pour le coût d'acquisition sur ce projet-là sont éligibles ou pas, ou si c'est vraiment que pour préserver des espaces existants. Deuxième question, c'est est-ce que les démolitions, du coup, peuvent être présentées? Si on réduit le nombre de marchés, c'est-à-dire qu'on décide de vous présenter que certains marchés de travaux de dépenses, même si donc on fait un parc global, si on cible par exemple sur les marchés qui vont particulièrement porter sur la renaturation du cours d'eau, la désimperméabilisation par exemple, est-ce que ça vous va qu'on présente que certains lots de travaux et pas l'intégralité? Et du coup, par rapport aux dépenses de maîtrise d'œuvre qui portent sur l'ensemble des lots, est-ce que on peut vous présenter quand même des dépenses de maîtrise d'œuvre avec, du coup, dans ce cas-là, l'application, par exemple, d'un prorata par rapport aux lots travaux qu'on va vous présenter? Et si c'est un prorata, comment vous le justifiez? Est-ce que c'est le genre de choses que vous faites? Je crois que vous n'aimez pas trop ce genre de... Ouais. Alors le prorata, non, on va éviter ça, d'autant plus que là, la seule façon de proratiser, c'est d'appliquer un poids financier sur les lots, quoi. De dire, on prend tel lot, il a tel poids financier, on applique le prorata. Ça, on n'aime pas du tout et en fait, les clés financières sont interdites. Donc ça, Ouais, on va éviter, surtout si on a d'autres lots sur lesquels on peut intervenir. Voyons, on fera un choix pour rester dans les d'accord. 10, éviter ça. Sur le foncier, je suis un peu dubitative aussi, parce que ça ne rentre pas quand même dans l'objectif qu'on a indiqué. Après, la question des dilos, c'est vrai que pour une opération comme la vôtre, ça va être limitatif. Il faut qu'on le regarde un peu plus au cas par cas, quoi. Mais voilà, en tout cas, sur le foncier et la clé financière, ça va être compliqué. D'accord, mais ça veut dire qu'on peut vous justifier d'un projet global qui est transformer une friche urbaine imperméabilisée en parc avec un cours d'eau renaturé, mais ne cibler quand même que certaines dépenses et pas l'intégralité du projet. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bien sûr, le périmètre, en fait, c'est vous qui le définissez, c'est nous qui le définissons ensemble pour d'abord s'assurer que les dépenses sont bien éligibles. Et ensuite, quand il y a des projets très vastes, en prendre qu'une partie, souvent, c'est quand même Ok. quelque chose qui a du sens. Mais à voir, hein, encore une fois, il faudra qu'on se penche plus On en précisément discutera. sur votre... ouais. Ok, et juste une dernière question, justement, on essaye déjà quand même de cibler un peu les lois avant de vous solliciter. La démolition, dans ce cas-là, a priori, pour Elle vous, est prise en compte, hein, on vous l'a elle peut listé rentrer dans les... dedans. Oui, tout à fait. C'est dans la Ok. liste des dépenses. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on espère bien avoir des opérations où il y aura de la démolition. Voilà. Comme on cible la désimperméabilisation, désartificialisation, on s'attend quand même à avoir des dépenses de démolition, démantèlement. Ouais, tout à fait. D'accord. Eh bien, merci. C'est effectivement l'objectif central de l'appel, hein, c'est de rendre l'espace à la nature et faire à nouveau fonctionner les écosystèmes. Donc effectivement, il y a forcément des principes de retrait, de démolition, de désimperméabilisation qui rentrent en ligne de compte. Ceci répondant de toute façon globalement à cet objectif de renaturation tel que vous l'évoquez. Donc on est bien dans
Dans le scope de l'appel, il n'y a pas de souci. Ok, juste pardon, une petite dernière question parce qu'on risque justement d'être sur les coûts directs. Au réel, on risque d'être très haut et de dépasser. Du coup, donc c'est pas l'application des 20%, mais du coup, c'est un montant plafond, c'est ça? Non, C'est un ça veut forfait dire ou qu'on c'est peut pas pas. du tout? On peut pas vous prendre les frais de personnel. Les On 20 peut pas Du vous les tout. prendre du tout. C'est D'accord. soit c'est l'OCS et on la prend à 20% quand c'est possible, soit c'est pas du tout. Pas du tout, c'est au-delà de 5,3 millions de dépenses de Voilà, coûts réels. Oui. D'accord. tout à fait. Et par contre, les frais administratifs, vous les prenez quand même? Ou pas du tout non plus? Oui, il n'y a pas D'accord. il y a pas de plafonnement comme sur les frais de personnel, puisque c'est un pourcentage qui est quand même moindre. C'est pas 20%, c'est 7%. Donc il y a moins ce problème-là. C'est moins. La aigu. réglementation européenne ne l'interdit pas, du coup, effectivement. D'accord. Merci. De rien. Bonjour, Alice Jude, Métropole Nice-Côte d'Azur, direction Europe. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous, on avait quelques questions concernant déjà la démolition. Merci beaucoup, ça faisait partie de nos questions. Donc, on sait que c'est éligible à voir justement comment. Après, concernant la biodiversité marine, enfin les opérations liées à la lutte contre l'érosion, est-ce que là, des ouvrages, la construction de nouveaux ouvrages pour réduire l'érosion serait éligible, sachant qu'on parle évidemment d'ouvrages qui ne sont pas qui sont pas faits en bois, quoi. Non, Qui c'est sont pas. faits Non, ça sera pas mais qui éligible. vise à protéger justement la biodiversité marine et la lutte contre l'érosion. Et on avait une question, je vous les pose toutes, et puis comme ça, vous pouvez me répondre. Concernant la trame noire, on a, c'est vrai, une politique, nous, à la métropole, de remplacement de luminaires vers des technologies plus moderne, donc de LED. Est-ce que dans le cadre évidemment d'une stratégie de réduction de la pollution lumineuse, ce genre de dépenses pourrait être éligible? Et notre dernière question serait plutôt justement sur comment vous souhaitez qu'on puisse échanger sur nos différentes pistes de projet avec vous. Est-ce que vous avez une fiche projet type que nous pourrions remplir, qu'on vous envoie, ou est-ce que vous souhaitez organiser des réunions avec chaque potentiel porteur de projet? Enfin voilà, quelle serait votre méthodologie préférée pour avancer ensemble sur les projets, vous déposer des projets que des projets solides, éligibles et solide. Voilà, merci beaucoup. En fait, on vous demande, oui, de passer par une fiche projet, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, si vous pouvez, sauf si vous avez 20 projets, mais si vous pouvez nous faire une fiche projet, c'est pas très long à remplir, hein, c'est assez court, volontairement. Si vous pouvez nous envoyer vos fiches projet par mail, on regarde et après, on se fixe un échange. Après, le niveau d'échange que vous voulez avoir dépend du niveau d'avancée de votre projet. Je pense qu'on peut déjà avoir un échange juste ensemble en premier lieu. Et après, si ça se précise, aller voir peut-être dans les directions qui pilotent. Ça peut se faire en 2 temps, je veux dire. Après, c'est un peu au cas par cas, hein. C'est comme vous ressentez le besoin aussi, hein. Voilà, mais en tout cas, oui, la fiche projet pour nous, c'est important de l'avoir. C'est la base de l'échange, en fait. Ça nous permet de voir un certain nombre d'éléments. Donc, si vous pouvez en remplir une par projet, voilà. Et ensuite, vous passez par le mail et on se fixe un petit rendez-vous pour en parler. Voilà, et c'est le début et après, on adapte en fonction du besoin. Ça, c'était le premier point. Alors, sur la trame marine et sur la lutte contre l'érosion, je ne vais pas vous faire une réponse parce que je ne connais pas votre projet, donc c'est un peu délicat. Mais en tout cas, globalement, nous, dans ce type-là, on attend quand même des solutions fondées sur la nature. Donc, si c'est pour aller créer une digue, souvent, on sait que c'est en fait, une raison de surérosion par la suite, qu'elle soit éloignée ou voilà. Donc, c'est pas le type d'aménagement qu'on va soutenir. Après, il peut y avoir des cas particuliers, hein, mais c'est vrai que nous, on soutiendrait par exemple plus des boudins de sable en géotextile ou des choses qui soient pas dures, qui soient dans un esprit vraiment de solution fondée sur la nature.
Je ne sais pas encore une fois quel est votre projet, donc je ne vais pas être trop affirmative non plus, il faut le voir plus précisément. Sur la trame noire, c'est pareil, si c'est pour équiper des LED d'une ville entière, on ne le fera pas. Nous, ce qu'on attend, c'est une démarche vraiment de diagnostic écologique. Où sont les espèces nocturnes qui, voilà, par rapport aux sources d'éclairage, quelle est vraiment... On attend une démarche globale avec pas que des LED, parce qu'en soi, ça ne règle pas, voilà, mais vraiment, ce que je le disais tout à l'heure, des trouées noires, gérer les franges entre l'urbain, le périurbain, la nature. On attend une démarche quand même un peu plus... euh, qui ne va pas que s'appuyer sur changement de LED qui font des économies d'énergie, mais qui ne gèrent pas forcément toutes les problématiques en lien avec la nature et les espèces nocturnes. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question, Bertrand Elie, syndicat de gestion de l'égoutier. Nous, on a un projet qu'on pourrait vous proposer de renaturation de cours d'eau. Sur ces opérations, notre financeur principal, c'est l'Agence de l'eau. En revanche, sur ce projet, il y a une thématique sol pollué, avec des matériaux pollués à évacuer. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pile au moment, on a la souffleuse. OK. Non, c'est bon, c'est bon. Et du coup, l'agence de l'eau, en fait, ne se positionne pas, enfin, on n'est pas sur les assiettes éligibles de l'agence pour le volet terre polluée. Est-ce que l'appel à projet peut prendre en charge ce poste-là? Alors, on avait déjà discuté de ce sujet, donc effectivement, c'est ce qu'on avait déjà indiqué. Il ne faut pas que ça constitue l'unique dépense que vous présenteriez au titre du FEDER. Nous, on doit intervenir sur vraiment cet objectif de renaturation avec les travaux induits pour renaturer, effectivement. Mais oui, on peut considérer l'exercice. Après, il faut qu'on discute ensemble de la part que représente, parce que si j'ai bon souvenir, c'est une part très conséquente. Alors, on n'est pas sur le même projet, hein. Celui-là auquel vous faites référence, c'était le Marais de l'Estagnol, vu qu'il n'est pas finançable, parce que comme vous le dites, il y a cette problématique qui est trop prégnante. Là, Ouais, c'est un autre projet de renaturation de cours d'eau où on a quand même une problématique terre polluée, mais pas à ce niveau. d'accord. Oui, on regarde en détail avec vous. Nous, ce n'est pas des dépenses qu'on écarte d'emblée, mais voilà, il faut regarder la totalité du projet et en quoi on pourrait intervenir pour faire aboutir ce principe de renaturation globale. Ouais. D'accord. OK. Ben, merci. N'hésitez pas, enfin, le principe, comme l'a dit Elodie, hein, tous les porteurs là, qui ont mis un pouce aussi dans le chat, c'est nous envoyer la fiche projet et dans la foulée, prendre contact avec Elodie et Florence, fixer des rendez-vous et commencer à rentrer avec vous dans le dur sur l'analyse du projet, enfin, nous le présenter un peu plus en détail que la fiche, mais qui déjà peut nous donner un premier aperçu de l'éligibilité potentielle du dossier. OK, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a- Je peux prendre, oui, s'il vous Oui, plaît. allez-y. Cécile Allemande, du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Je voulais juste savoir, parce que bon, je regarde les réponses dans la conversation, est-ce que vous allez transformer les questions sous forme de FAQ, du coup, par rapport aux réponses que vous aurez données? Oui, c'est ce qu'on fait pour chacun de nos appels, effectivement. Comme on a répertorié déjà un certain nombre de questionnements génériques pour la plupart, on fait une FAQ qu'on met en ligne également avec l'appel. Donc, on procédera de la même manière sur cet appel. D'accord, merci. Pas de souci. Ensuite, Question, vous m'entendez? oui. Oui, Ah, on vous entend plus. Allô? On n'entend plus du tout. donc, j'avais une question. Vous m'entendez plus du tout? Là, vous m'entendez? Là, oui. Allô? Oui. Là, oui. Pardon, moi j'ai un mauvais micro. Je suis désolé. Dites-moi si vous m'entendez pas. Voilà, donc je me représente. Donc, je suis chef de projet sur le NPNRU d'Aix-Marseille-Provence sur le Martigues-Port-de-Bouc, plus exactement.
Et j'ai participé à une présentation au sein de la métropole sur l'OS 5, sur l'ITI-FEDER, Oui. où on nous a dit que, voilà, parce on a l'idée de créer une voie verte sur le bord d'un QPV qui est en bord du golfe de Fos, hein, donc au bord de la mer. Et on nous a dit qu'on serait, que ça pouvait être éligible dans le cadre de l'OS 5, ITI-FEDER. Oui. Et donc c'est l'OSP 5.1, zone urbaine. Hein. Il y a 18 millions de mobilisables sur cette OS 5, sur l'ITI-FEDER. Est-ce que, vu ce que vous nous avez décrit, je pense qu'on serait aussi éligible sur l'Europe plus verte, mais bien évidemment, j'ai bien compris que ce n'était pas cumulable. On ne pouvait pas cumuler deux FEDER. Hein. Non, pas sur les mêmes dépenses. Pas sur les mêmes dépenses. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que on serait éligible, est-ce qu'une voie verte serait éligible sur l'OS2, la création d'une voie verte? Alors, sur l'OSP 2.8, oui, mais aujourd'hui, c'est la 2.4 qui nous rassemble. Donc, ce n'est pas le même appel. Là, c'est un appel à projet sur les mobilités qu'on va lancer là d'ici une semaine, 15 jours, avec un appel qui devrait être publié. Donc, on vous mettra dans la boucle, Monsieur Rodet. Oui, s'il vous plaît, oui. Donc, c'est pas cet appel à projet, mais voilà, un appel à projet qui va sortir. Qui va sortir là incessamment. On l'a quasiment bouclé. On attend l'arrêté du président. Donc, effectivement, on a dans nous, on gère la priorité 2 et la priorité 3, au titre de laquelle on soutient le développement des pistes cyclables et des mobilités douces. Et donc là, c'est le prochain appel. Il y aura un autre webinaire. On vous invitera. Certainement fin janvier, le webinaire. Voilà. C'est bon pour vous? On l'a perdu. Bon. Ensuite, Monsieur Goudgil, excusez-moi si je... Allô? Oui, je vous entends plus là. On vous avait perdu, on vous a retrouvé. Vous avez un souci. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre, je suis désolée. Quelqu'un veut intervenir, Monsieur Rodet? La personne qui le souhaite peut intervenir, je suis désolée, du coup, je n'ai pas la main sur les prises de parole, je n'arrive pas à voir tous les noms. Monsieur Goudgil, non. Monsieur Rodet, non plus. Dans le chat, il y a quelqu'un qui relance une question. Financement du dévoiement de réseau. Alors. Oui, Laurent Rodet, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, pardon, le micro, il n'avait pas. Donc, j'avais mis une question dans le chat par rapport au financement, au stade de financement des opérations, et notamment sur la partie maîtrise d'œuvre. J'ai bien vu donc, que tout ce qui était étude de définition, étude de faisabilité n'était pas prise en charge. Mais quand vous parlez de maîtrise d'œuvre, c'est à partir de quel stade de l'avant-projet? Oui, on n'a pas défini un stade de base, hein, mais la maîtrise d'œuvre du projet que l'on va financer est éligible. Uniquement si on finance les travaux. D'accord. Que les travaux. Non. Que s'il y a un financement de travaux. Voilà, s'il n'y a pas le financement de travaux, on ne prendra pas en charge l'étude de maîtrise d'œuvre. C'est logique, hein, parce qu'on est dans l'investissement et on est dans la réalisation. Hein, donc, oui, donc au stade avant le projet, ça oui, ça tout à passe. fait. Oui, tout à fait. Okay. Et la deuxième question, alors j'ai vu que vous aviez mis un lien, c'était pour avoir la fiche projet. Oui. La fiche projet, en fait, quand vous téléchargez l'ensemble des pièces de l'appel en ligne sur le site europe.maregionsud.fr, vous avez un zip. Et dans le zip, non, dans le zip, vous avez une fiche projet.
Ben, je l'ai téléchargé, il n'y a pas de fiche projet, ou elle m'aveugle. Vous avez 2 dossiers, en fait. Quand vous téléchargez, je crois que vous avez un dossier annexe et un dossier grille. On a un dossier annexe et grille à remplir et un dossier synergie notice. Et quand vous Il y a ouvrez un- dans les annexes, vous n'avez pas une fiche projet. Alors, est-ce que c'est l'annexe 2, Non, 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 description non. détaillée? Ça s'appelle fiche projet. Ça s'appelle vraiment fiche projet. Non, elle n'y est pas. Elle est dans le Excusez-nous. dossier grille. Elle est dans le dossier grille. Nous, Eh ben, moi, j'ai effectivement, qu'un nous, dossier on qui l'a s'appelle annexe et grille à trouvé, remplir. ça s'appelle fiche projet priorité 2 en PDF. Voilà, la métropole Nice Côte d'Azur vient de la trouver aussi. C'est ça. C'était pas facile. On l'a trouvé. C'est dans le dossier de la. Il y a un dossier annexe et il y a un dossier grille. C'est dans le dossier grille que vous avez la fiche projet. Vous l'avez caché. Vous l'avez caché. Voilà. Ben, merci. Vous ne voulez pas qu'on réponde. Hein? Ouais, si vous avez un souci, vous nous la demandez par mail. Hein. Si vraiment il y a une pièce que vous ne trouvez pas, vous nous envoyez. Est-ce que vous pouvez me transmettre la fiche projet? On vous la renvoie. Hein, mais... D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va essayer de la faire apparaître plus facilement. C'est toujours très compliqué. Vous devez vivre les mêmes choses que nous sur la bonne page et que ce soit plus facilement accessible. Mais on va la remettre en exergue. Je réponds au fur et à mesure. Monsieur Charousset, on va reprendre contact avec vous puisque vous avez déposé une fiche a priori. Pour la partie Madame Jacques, effectivement, tout ce qui relève des pistes cyclables en tant que telles, donc la voie verte, même si c'est un travail global et un projet global, les dépenses éligibles à la piste en tant que telle émargeront au prochain appel. Et donc, il faudra dissocier le projet en deux, mais ce n'est pas un souci. J'avais une question. Oui. Noémie Mincé, donc moi je suis animatrice Natura 2000 à la métropole de Toulon. J'avais une question au sujet, donc il y avait, donc j'ai bien écouté, mais on aurait des projets. Donc vous m'avez répondu sur le chat sur la lutte des espèces exotiques envahissantes. Effectivement, le Fonds vert a la capacité de répondre, mais en fait nous on est sur l'élaboration d'un plan d'action pour pouvoir après avoir des actions de réalisation de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a tout un volet aussi ingénierie, donc c'est-à-dire financement d'une étude pour après avoir une action sur le milieu ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. Les études ne sont pas financées en dehors de celles qu'on a indiquées. Donc, toutes les études amont, y compris tout l'intérêt qu'elles ont, hein, on est bien consciente de l'intérêt qu'elles ont, mais on ne les financera pas. D'accord. Mais par contre, une fois le plan d'action élaboré, par exemple, s'il y a des mesures à prendre pour de l'arrachage ou de la lutte, là, par contre, oui. Oui, à Voilà. condition qu'elle rentre bien dans les typologies qu'on a indiquées. Mais oui, Bien ouais, nous, entendu. on est vraiment dans l'action, dans l'investissement, voilà, effectivement, on n'est pas du tout dans les études amont. Très bien. Non, mais c'était juste pour clarifier. Il me semblait bien ça, mais je voulais quand même avoir votre avis. Merci beaucoup, en tout cas. Pas de souci, merci à vous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Ok, désolé. Donc, Goudji Edrich, je travaille à la ville de Marseille à la mission financement partenariat et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un montant maximum par projet ou pas? Non, on n'a pas mis de montant maximum. Ok. Et est-ce que c'est possible de présenter on va dire, un package d'actions, mais tant qu'ils ont un lien cohérent entre eux? Je ne sais pas si je suis clair. Un plan d'action global. Alors, la réalisation, hein, on est d'accord, hein, la réalisation de ces actions. Voilà. Il faudra qu'on en parle peut-être de manière plus rapprochée, mais tout dépend. Voilà, il faut qu'elles aient un lien, qu'on comprenne la logique générale et que chaque action soit éligible, quoi. Voilà. Ok. Et puis aussi, si je peux me permettre, si vous présentez un projet très global, il y a une question de calendrier quand même. Donc, il y a peut-être quand même nécessité de séquencer, de déposer plusieurs dossiers, mais on en discute ensemble. Notre enjeu, c'est de toute façon, effectivement, d'avoir un impact important sur les territoires. Et plus il y a des approches globales et transversales, plus ça nous intéresse. Pour autant, il y a cette contrainte aussi calendaire. Hein,
Et donc, il faut qu'on regarde si le séquençage du projet n'est pas nécessaire, voire important, quoi. Mais à discuter, toujours pareil, nous transmettre la fiche projet, M. Boutchil, et prendre contact avec Élodie pour en discuter plus précisément. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup. C'est noté, Monsieur Gibaudot, on en reparlera, on vous invitera au webinaire piste cyclable à venir. Alors, les cheminements piétons, je précise, le prochain appel à projet, c'est un cheminement cycliste. Effectivement, ce qui est cheminement piéton, on n'est pas financé. Alors après, il y a des pistes mixtes, et c'est généralement le cas pour les zones cheminement, les pistes vertes, mais l'exclusif piéton n'est pas pris en compte dans le futur appel à projet. On est vraiment là sur du cheminement cycliste. Oui, le piéton accompagne, Voilà. mais seul, il n'est pas Il n'est pas éligible en tant que tel si c'est que piéton. On est vraiment dans les mobilités pistes cyclables. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a répondu. Alors, j'ai encore une main levée. Monsieur Goudji, vous avez encore la main levée, mais a priori, on a répondu à vos questions. Joséphine Pinatel, si vous souhaitez intervenir. Oui, bonjour, Joséphine Pinatel du Conservatoire du Littoral. J'avais une question concernant les acquisitions foncières. Je me demandais si, dans le cadre d'une acquisition avec l'objectif de préserver ou de restaurer un espace naturel, si un bâtiment était compris sur cette parcelle à acquérir, est-ce que, du coup, avec un objectif par exemple de démolition, est-ce que l'achat de ce bâtiment pouvait être, du coup compris, pouvait être éligible également? Alors, je vais vous faire une réponse. Ça dépendra des montants. En fait, l'idée, Ouais. c'est qu'on n'utilise pas toute notre enveloppe que pour ça. Donc, tout dépend du bâti. Enfin, il faudra qu'on en reparle ensemble, mais il faut voir la proportion, ce que ça représente. Dans C'est l'absolu, noté. je dirais pourquoi pas, mais après, il faut vraiment voir les montants parce que. C'est au cas par cas. Ouais, et puis on sait que ça peut. Voilà, bah, il faut voir. Ça peut vite monter. C'est Voilà, noté. exactement, Bon. c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Et si je peux me Merci. permettre, pour compléter sur la question de l'acquisition foncière, l'enjeu, c'est pas l'acquisition foncière brute, c'est aussi qu'après, c'est précisé dans l'appel, il y a toutes les modalités de gestion de ces espaces. Et donc, voilà, il y a Bien aussi sûr. à appréhender la question qui suit derrière, outre le fait de renaturer et rendre à la nature voilà, toutes ces fonctions, c'est comment opérationnellement vont être gérées les choses aussi. Donc ça, c'est un élément qu'on vous demandera quand il y a la question foncière encore plus, quoi. Voilà. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Nicolas, tu souhaites intervenir à nouveau? Oui, merci. Je rebondis sur une question qui avait été déjà posée dans le chat, à savoir est-ce que les structures qui ne récupèrent pas la TVA peuvent être éligibles en TTC? Non. C'est sûrement marqué quelque part dans Non, l'appel à en projet, fait, mais là, on n'est que sur du hors-taxe. Parce qu'en fait, ok, ça nous a posé un certain nombre de problèmes sur le programme 2014-2020. Donc là, on prend que les dépenses hors-taxe. ok. Même s'il y a présentation d'une attestation de non-assujettissement par les services fiscaux, etc., vous embêtez pas. Ok, je comprends. Oui. C'est très clair. Merci. De nouveau, Laurent Roudet, Oui. vous m'entendez? Oui. Nous sommes engagés dans une procédure d'espace naturel sensible qui vient de faire l'objet d'une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles par le département de Vaucluse. Est-ce que les acquisitions foncières dans cette zone peuvent être éligibles? Oui, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, l'éligibilité des acquisitions foncières est quand même soumise à voir à regrouper toutes les conditions de votre côté pour que on s'assure que ces espaces soient préservés. Et mais bon, les ENS, on est d'accord que le dispositif est fait pour ça. Et comme le disait Delphine tout à l'heure,
au Conservatoire du littoral, il faut qu'on ait absolument la vision sur ce que vous allez en faire, comment ça va être géré, par qui. Voilà, on a mis dans l'appel vraiment les éléments qu'on attend vis-à-vis de ces acquisitions foncières dédiées à la préservation ou la gestion des espaces naturels. D'accord. Donc là, bon, on a déjà un plan de gestion qui est prêt. On a donc c'est Voilà, qui est-ce qui va gérer? Ça va être vous, du coup? le syndicat mixte du bassin des Sorgues. Ok, bon voilà, on pourra en parler peut-être ensemble pour vous dire ce qu'on Oui, a ben, on trouvé va vous dans faire des l'appel. échos de fiches projet. C'est bon, on vient de la trouver. Voilà, super. Merci. Merci à vous. vous. Madame Binot, du CD 04. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant un projet actuellement qui est porté par la direction des routes de ma collectivité sur un abaissement de seuil. C'est plutôt une question sur la maturité du projet. Au jour d'aujourd'hui, l'étude de faisabilité est faite, ainsi que le diagnostic écologique. Mais évidemment, il y a des études qui vont se poursuivre, des études hydrauliques. En date du 29 avril, donc qui est la date de dépôt que vous souhaitez, quel est le niveau de maturité attendu par l'autorité de gestion au regard de ce que je viens de vous indiquer? Alors, bon, c'est vrai que là, les études hydrauliques ont vraiment un rôle important parce qu'elles permettent de dimensionner l'abaissement, les travaux qu'il va falloir faire. Donc, pour moi, elle est quand même centrale. Après, vous pouvez peut-être, il faut que l'étude hydraulique soit, il faut qu'on ait les résultats, enfin, il faut que vous puissiez les intégrer dans votre dimensionnement de projet dans pas trop longtemps. C'est-à-dire que vous pouvez déposer peut-être 100, mais en tout cas, il ne faut pas trop que ça tarde. Autrement, le chiffrage, le dimensionnement, ce qu'il faut réaliser, on ne les aura pas. Hein. Sachant que c'est ce que j'ai mis dans le chat, je ne pense pas que ce soit vous qui m'ayez posé la question. Il n'y a pas obligation de suite immédiatement de nous transmettre ces études, mais elle conditionne quand même effectivement le dimensionnement de l'opération et sa qualification. Et donc, si c'est pas, ça veut dire que vous nous les transmettez, mais très rapidement. Vous voyez, on ne peut pas attendre trop longtemps. Par définition, ça veut dire que c'est un dossier qu'on ne va pas prioriser à l'instruction non plus. Sachant qu'on a des impératifs de dégagement d'office et que notre objectif, c'est de programmer le plus vite les opérations de manière à ce qu'elles nous fassent des remontées de dépenses rapides aussi pour qu'on ne perde pas les crédits à l'échelle du territoire. Donc, ça veut dire que nous, on a forcément ce souhait d'avoir des opérations les plus matures possibles. Donc, la porte n'est pas fermée. Pour autant, il faut en discuter spécifiquement pour bien regarder le rétro-planning, si ça vaut le coup ou pas vraiment qu'on l'envisage. Voilà, faites peut-être un calendrier le plus précis possible et on en reparle devant le calendrier, par exemple, voilà, pour voir si c'est jouable ou pas jouable. Je vous remercie. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? La parole est à vous. Oui, bonjour. Cyril Marin, je travaille à la DLV à Glo dans le 04. On a plusieurs projets de restauration de cours d'eau. Il y en a un qui a une problématique, c'est qu'on a une canalisation d'eau usée en fait, qui est en rive gauche de tout le projet de restauration. Et donc, il y avait une question qui avait été posée sur la prise en charge ou non du dévoiement de réseau. Et je voulais savoir si du coup, l'appel à projet couvrait en fait ce volet-là ou pas du tout. Et si oui, dans quelle mesure? Parce que je sais que l'agence de l'eau n'est pas spécialement financeur sur ce volet-là, dans ce cas-là. Alors, je vous dirais, tout dépend de la configuration du projet. Ça nous est arrivé de les prendre en compte quand vraiment c'est indispensable. Donc, c'est vraiment lié, par exemple, à un abaissement ou un effacement de seuil, par exemple. C'est indispensable et ça ne représente pas non plus la majeure partie des dépenses. Voilà, ça fait partie. Oui, c'est un peu la réponse qu'on a fait sur d'autres questions. Il faut voir si vraiment c'est indispensable. Si ce n'est pas indispensable, on ne le prendra pas en charge. Si ça l'est, on peut le prendre en charge, mais attention au coût que ça représente par rapport au reste. Voilà. Donc, il faudra vraiment qu'on regarde au cas par cas. Oui, voilà, là, on est vraiment dans un projet un peu de désartificialisation et le but, c'est de remettre des pentes de berges arborées, quoi. Et le but, ce serait d'enfoncer en fait la canalisation. Elle ne peut pas être enlevée, en fait, il faut juste la dévoyer. Mais
voilà. Mais après, effectivement, il faut voir le volume financier que ça représente. Voilà, dans l'absolu, je vous dirais que ça fait partie de nos objectifs, hein, de désartificialiser, de retravailler, renaturer ces berges. Après, voilà, il faut voir dans votre projet comment c'est défini. Ok, merci. Madame Macario. Madame Macario, vous aviez levé la main. Peut-être. D'autres C'est là, questions? c'est bon. Ah, oui. Voilà. Donc, mairie de Cagnes-sur-Mer, on travaille actuellement avec la métropole Nice-Côte d'Azur sur un projet de désimperméabilisation, végétalisation le long d'un cours d'eau. Et on est donc en cofinancement avec une maîtrise d'ouvrage unique par la commune pour des questions de rapidité de marché, pour pouvoir, par rapport à la commande publique, qui doit porter le projet si on doit présenter le dossier? C'est la métropole ou c'est nous-mêmes ou c'est la commune? Alors, on n'a pas de règles, hein, c'est un peu à vous de voir le montage. Nous, il y a quand même, si par exemple le porteur, c'est le maître d'ouvrage unique, la commune, oui, oui. À un moment donné, elle va remettre des ouvrages à la métropole qui ne lui appartiennent pas, c'est ça? Est-ce que je comprends bien? Oui. Voilà. Il faut faire attention parce qu'en fait, si c'est vous qui portez, la commune, vous avez des obligations avec le FEDER qui vont au-delà de la convention. Qui vont au-delà, pardon, du versement du solde. Donc, vous avez des obligations. Si vous remettez l'ouvrage à la métropole, le problème, c'est que vous ne pourrez pas répondre à ces obligations. Par exemple, le principe de pérennité, qui peut aller jusqu'à 5 ans après le versement du solde. Ça va être compliqué si vous avez remis l'ouvrage à la métropole. Donc, ça peut poser des petites difficultés de ce type-là. En même temps, on peut comprendre que ça peut aller plus vite. Après, on peut les gérer, hein, ces difficultés. Est-ce qu'on peut le remettre? Est-ce qu'on peut remettre l'ouvrage 5 ans après? C'est-à-dire qu'on transforme une voie piétonne en parc linéaire. De toute façon, soit vous remettez l'ouvrage 5 ans après, soit vous gérez ça à travers la convention que vous avez avec la métropole. Voilà. Et c'est elle qui prend l'obligation de pérennité, du coup, mais du coup, c'est inscrit et c'est des éléments qu'on vous demande parce que nous, on a cette obligation de respect du principe de pérennité dans les 5 ans après le solde, comme disait Élodie. Oui. Donc, on a déjà eu des cas de figure de ce type. Ce n'est pas forcément les plus simples, hein, c'est ce que je vous disais dans le chat. Le principe, c'est quand même que le maître d'ouvrage, il fasse tout et c'est lui qui porte le dossier. Après, voilà, il y a des processus juridiques qui sont possibles et ça s'étudie au cas par cas, mais ça s'anticipe. Et c'est des éléments qu'on vous demandera, mais c'est possible. Bon, merci. Merci à vous. On est bon ou quelqu'un souhaite encore poser des questions? C'est bon pour vous? On a répondu globalement à vos questionnements à ce stade. Alors, il y a encore une question, une main levée, mais je n'arrive pas à voir de nom de personne. Il y a une question aussi là dans le chat qui vient d'être posée. Est-ce que la totalité du projet sera financée, même si celui-ci ne se situe pas entièrement en PACA? Ça peut faire partie. Non, la totalité du projet, non. On prendra que la part en PACA. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut appliquer une clé qui n'est pas financière, hein, qui est une clé géographique. Après, il faut voir comment on la voit, mais on prendra ou alors que les dépenses qui sont réalisées en PACA, si c'est possible. Oui. C'est encore mieux. Oui. C'est encore mieux. Voilà. Il faudra dissocier la partie qui est hors PACA et la partie qui est en PACA, et nous, on viendra sur la partie en PACA. On est bien dans la question des continuités, donc de ce point de vue-là, sur le projet global, il n'y a pas de souci, mais au titre de l'autorité de gestion qu'on représente, on pourra prendre que les dépenses qui concernent le périmètre strict du territoire régional. Après, il y a peut-être possibilité d'aller discuter avec nos collègues de Aura, apparemment c'est en Aura, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour avoir un pendant en termes de soutien. Ou alors vous êtes peut-être sur le massif, je sais pas, il y a des... Pareil, faire une petite fiche projet et prendre contact avec nous qu'on regarde ça plus précisément ensemble. On est bon?
Écoutez, à ce stade, plus de questionnements. On espère qu'on a répondu effectivement à une bonne partie. On va faire une FAQ qu'on mettra en ligne également. La prochaine étape, donc, on met en ligne l'enregistrement de ce webinaire, la FAQ, la présentation PowerPoint. On remet, si on peut, aussi la fiche projet plus en avant dans la publication. N'hésitez pas, par conséquent, à nous renvoyer dès que vous pouvez ces fiches projet, de manière à ce qu'on séquence des entretiens avec chacun d'entre vous pour vous accompagner au mieux. Et merci à tous de votre participation importante ce matin. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, À bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.